Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bilan du mois de janvier, mes avancées sur les films, les séries et les livres. On va commencer avec les séries, donc la première dont je vais vous parler c'est Bones, je suis encore dedans actuellement. C'est une série qui contient 12 saisons. J'en suis à la saison actuellement, on est le 5 février. J'en suis à la saison 4, épisode 21 ou 22. Donc j'ai bientôt fini la saison 4. C'est une série que je regardais quand j'étais petite. Je la regardais à la télé et je me suis rendu compte de plein de choses en la revisionnant. Par exemple, Ojin et Angela, à quel moment ils se sont mis à fricoter aussitôt ensemble. C'est vraiment un truc qui m'a choquée. Moi, j'ai le souvenir, c'était beaucoup plus tard. Donc ça m'a étonnée, ça m'a choquée. Et pareil pour Bones et Siley. À quel moment aussi ils ont eu autant d'attirance l'un pour l'autre dès le début. C'est vraiment un truc qui m'a perturbée pendant le visionnage. Mais aussi à la fin de la saison 3, il y a un truc avec Jax. Et, euh, et ça m'a choquée. J'avais complètement éludé ça de mon esprit. Je me suis dit, c'est pas possible. Et pourtant, je me souviens l'avoir regardé et tout, vu. Il y a plusieurs épisodes dont je me rappelle, mais aucun souvenir qu'il avait fait ça, en fait. Pour moi, c'est une petite série doudou que j'aime bien regarder, visiblement, revoir. Je connais des choses et d'autres. Et bon, il y a toujours les termes techniques quand ils parlent d'ossement et tout, que moi je capterai. En fait, je suis comme Boss là-dessus. Euh... J'attends qu'on nous donne les explications, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien, vraiment j'aime bien. C'est une petite série policière sympatouche, sans bah, voilà. C'est pas la meilleure série policière que j'ai vue de ma vie, mais c'est une série policière que je trouve sympa. D'ailleurs, elle m'a fait penser un peu à l'esprit de Castle. Voilà, un enquêteur, donc boss pour le FBI. Je sais plus comment elle s'appelle la dame pour euh, pour la police et tout, et en gros un intervenant extérieur en quelque sorte, même si Bones travaille quand même pour le FBI. Enfin bon bref. Deuxième série que j'ai fini au début du mois de janvier, la saison 5 de Stranger Things. J'ai essayé d'être assez concise parce que j'en ai des choses à dire. Et c'est pas que des bonnes choses pour la saison 5. Moi, je suis quelqu'un qui a pris le train en marche. Donc, je crois que c'est à la sortie de la saison 2 ou la saison 3 allait sortir ou un truc comme ça, où j'ai commencé à regarder. Et j'ai adoré la saison 1, 2 et 3. Je trouve que c'était une bonne continuité et une bonne fin, la saison 3. Pour moi, en fait, à la saison 3, il n'y allait pas y avoir de suite. Il y a plus de pouvoir, le truc est fini, normalement il y a plus de grands méchants, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et très bien mené et ficelé, et 3 saisons c'était parfait. Une saison 4, je me suis dit allez, why not. J'ai bien aimé parce qu'il y avait Eddie, je vous avoue, il y a Eddie, j'adore Eddie. C'est un personnage archi humain, il réagit réellement comme une personne lambda de tous les jours devrait réagir dans ce genre de situation, et pas comme les autres en mode oh bof. Enfin, je suis désolée. Moi, je trouve que c'est un personnage qui était super humain, qui réagit de façon humaine, en fait. Et j'ai trouvé ça génial et super bien fait. Même l'osmose entre Eddie et Dustin, j'ai bien aimé. Enfin bon, bref. Il y a un ensemble, il y a un tout que j'ai vraiment beaucoup apprécié chez ce personnage, qui fait que la saison 4 n'a pas été si pire que ça. Et puis, on a la saison 5, avec, à mon avis, une fin mal faite. Une une fin malmenée, mal faite, des relations entre les personnages, mais bancales. On croit à zéro des couples présents à l'écran. S'il y a peut-être Max et Lucas, mais les autres, on n'y croit pas du tout. Elle fait... Comment il s'appelle? Mike? Mais jamais... Non, mais à quel moment tu peux y croire, en fait?
Enfin, je suis désolée. Moi, j'y crois pas. C'est ridicule au possible, en fait. Et le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Voilà, le jeu d'acteur. J'ai du mal, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. À savoir ou pas, en fait, cette série, je l'ai trouvée longue. Enfin, cette saison. Longue, lente, inintéressante. Le jeu d'acteur est pourri. Franchement, pourri. Et je trouve ça dommage parce que il y avait vraiment un bon fond. Il y avait une bonne histoire. Il y avait un bon truc. On pouvait vraiment faire des trucs sympas. Mais vraiment sympas. Et, bah, c'est pas arrivé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Une autre série, donc, que je regarde aussi sur Netflix, c'est une télé-réalité japonaise, c'est The Boyfriend. Alors, c'est la saison 2, il me reste 3 épisodes à regarder, ils durent à peu près 1 heure les épisodes. C'est trop bien, j'adore. J'ai adoré la saison 1, et je l'ai trouvée très courte la saison 1. Donc il y avait, je crois, 10 épisodes pour la saison 1. Et là, je crois, on est à 15. J'ai pas regardé les 3 derniers, donc je sais pas exactement combien il y en a. 15, 18, il y en a peut-être 16 des épisodes, je sais pas. Et j'adore cette série. J'adore. C'est les télé-réalités japonaises, je les aime beaucoup. Par exemple, j'ai regardé Terrace House depuis 2016. Je regarde. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait que même s'ils sont dans une télé-réalité, ils continuent leur travail à côté et ils ont quand même un but dedans. C'est ok trouver l'amour, mais ils doivent aussi tenir un café truck. Je sais pas si ça se dit dans ce sens ou dans l'autre sens. Et pour vous parler un peu plus de la série, c'est des garçons, des jeunes garçons célibataires. Il y en a un qui a 40 ans et tout, mais bon, bref. C'est des jeunes garçons célibataires qui se réunissent tous dans une maison, qui doivent cohabiter les uns avec les autres. Ils font à manger, ils ont chacun leur chambre, etc. Et leur but, c'est de trouver l'amour, en fait, vraiment, et de partager des moments, voire même trouver des amitiés les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça génial. Je vais vous parler de mes personnages préférés. Mes personnes préférées, Jobu et sa maman. Jobu, là, il y a tellement d'inconnus, il nous reste 3 épisodes. Jobu, je lui souhaite le meilleur possible. C'est un personnage que j'adore. Il a un cœur énorme. Il est gentil avec tout le monde, mais tout le monde. Il apporte tellement de joie et de bonheur à tout le monde. Mais j'aime trop Jobu. Et sa maman qui vient lui apporter à manger et tout. Et à un moment, il parle du fait qu'il soit homosexuel. Et elle dit, bah moi, ça me dérange pas que tu le sois. Le truc qui me dérange, c'est que tu aies dû subir tes années collège, lycée en le sachant tout seul et sans avoir personne qui soit là pour t'aider. Et sa maman, mais c'est un ange. C'est un ange. J'ai adoré ces deux personnages. J'adore Jobu, je lui souhaite tellement le meilleur. Je vais me répéter, hein, mais je l'aime trop. On a aussi Yue, que j'aime beaucoup. Je l'adore aussi. Il est génial. Vraiment, je le trouve génial. Je sais pas comment dire autrement. J'ai trouvé le tout super touchant. J'ai adoré. Pour moi, ça va faire que c'est un couple solide et donc voilà. Hâte de regarder la suite. Ça va pas tarder. Je regarderai ça sans doute ce week-end, voire même ce soir, c'est possible. Mais voilà. Nous allons passer au film. Alors, j'ai un peu moins de trucs à dire sur les films, je vous avoue. Par exemple, j'ai regardé Les Aristochats, qui est sorti en 1970, je crois. C'est un classique Disney avec des animaux qui parlent. Berlioz, Marie, Duchesse, O'Malley, voilà. Une ribambelle de chats. Ah oui, il y a Toulouse aussi, pardon, je l'ai oublié. C'est un classique Disney qui parle de chats. D'une jalousie d'un être humain envers des chats qui seront les héritiers d'une fortune. Et du coup, Edgar décide de les empoisonner, enfin de leur donner du somnifère, de les abandonner dans la campagne. Et O'Malley croise Duchesse, Berlioz, Toulouse et Marie et décide de les ramener à Paris. Faut les montrer aux plus jeunes
pour être sûr de vraiment bien apprécier et même plus tard pouvoir continuer à l'apprécier. Moi, j'adore les musiques, surtout la musique où ils sont dans la maison abandonnée avec les amis d'O'Malley. C'est les Aristocates là. Cette chanson, elle est géniale, elle est entraînante, elle reste dans la tête, elle bloque en fait dans ta tête pendant des jours. Ensuite, on a Sweeney Todd qu'on a pioché. C'est le sous-titre, c'est Le Diabolique Barbier de Fleet Street, sorti en 2007 par Tim Burton. Voilà. Pour l'histoire, on va la faire vite fait. Mon frère a décrit très bien. Il a dit, c'est le conte de Monte Cristo, mais en chantant. En gros, c'est ça. On a Sweeney Todd qui a été enfermé et accusé à tort d'un crime, lequel je sais plus, je vous avoue. Et il décide de revenir des années plus tard. Il arrive à revenir pour se venger. Et tout ça à cause d'un avocat malfameux, enfin un méchant avocat, qui avait des vues sur la femme de Sweeney Todd. Cette femme a disparu et du coup il a gardé la fille de Sweeney Todd et de sa femme. En tant que pupille, il attend qu'elle soit majeure pour se marier avec elle et pour faire des cochoncetés. Voilà. Tout simplement. Les rêves de Tim Burton de faire une comédie musicale. Et c'est vrai, il y a beaucoup de musique et tout, ça, c'est très chantant et c'est sympa. Franchement, c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Euh, c'est vraiment une ambiance, une atmosphère d'un vieux Londres que j'apprécie. Le truc, par contre, que j'apprécie le plus dans Sweeney Todd, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce qui se passe, c'est vraiment les acteurs. Vous regardez Sweeney Todd, vous avez l'impression de regarder un monde parallèle d'Harry Potter. Il y a des acteurs d'Harry Potter à tous les coins de rue. On a plein de personnages qu'on voit dans Harry Potter qui jouent dans ce film. Et moi, la première fois que j'ai regardé, c'était parce qu'il y avait des personnages d'Harry Potter dedans. Enfin, le dernier film que j'ai regardé ce mois-ci, c'est Django Unchained. Il est sorti en 2012. Il est interdit aux moins de 12 ans, d'ailleurs. Je l'ai découvert, là, en tapant. Bien sûr, c'est Quentin Tarantino, je crois, si je me trompe pas. Et il dure 2h45. C'est un film que j'ai regardé à sa sortie. Et je l'ai regardé, là, c'est la 3e fois que je le regarde dans ma vie. Et en fait, en le regardant, là, ce mois-ci, en janvier, je me suis dit, mais pourquoi je le regarde pas plus souvent? Parce que j'adore ce film, il est génial. Et j'adore le médecin allemand. Je suis fan de lui. Il est là, il fait, mais je comprends pas, pourquoi les gens ils nous regardent bizarrement, je comprends pas, pourquoi il se passe ci, mais pourquoi ils font ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se pose des questions sur la traite des Noirs aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment bien fait et génial, et j'adore ce personnage. J'aime énormément ce personnage, vraiment. Et en plus, il est foncièrement gentil. Le truc que j'ai pas compris, c'est la fin. Genre, voilà, il y a un moment où il y a une fusillade dans le château, il y a DiCaprio qui meurt, il y a le médecin qui meurt. Oui, il y a des spoilers, je suis désolée. On est dans le grand manoir. Et après, du coup, on retourne sur le fait que Django, il se refait traiter comme un esclave, il fait ci, il fait ça. Puis après, finalement, il y retourne. Franchement, toute cette partie-là, je l'ai trouvée inutile, inintéressante. Et je sais pas si ça a duré 10 minutes ou 20 minutes, mais pour moi, ça a duré plus de la moitié du film, ce truc-là. Je l'ai trouvé super long, super lent et pas nécessaire. Excellent film avec des bonnes musiques, une bonne ambiance, vraiment un mood que je trouve génial avec de l'humour comme il faut. Voilà, moi j'ai adoré ce film. On va passer aux livres lus dans l'ordre dans lequel je les ai lus ce mois-ci. Des lectures bof, voire pas ouf. Le premier que j'ai lu, c'est La librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore, le tome 2 de Dream Harbor. Quand on lit ce livre, on se voit dans un téléfilm de Noël, alors que c'est pas Noël, c'est en fin d'été. On a notre protagoniste qui est Hazel, du coup une des amies de la protagoniste du tome 1 et tout. J'ai pas aimé la personnalité d'Hazel, je trouve qu'elle était fouille, qu'elle
elle a 30 ans et elle se comporte comme une gamine de 20 ans. Ça encore, c'est pas trop dérangeant, je vous avoue, mais elle dit des trucs et elle fait complètement l'inverse derrière. Voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé incompréhensibles de la part d'Azel. On a Noah. Noah, je l'ai adoré. Vraiment, j'aime cette personne. C'est un macho, enfin pas un macho, c'est un bad boy, garçon BG que tout le monde veut dans son lit, tout le monde veut le caser et tout. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse douleur sentimentale, qui a le cœur brisé, qui gère mal les émotions et qui a une peur panique d'être abandonné et d'être délaissé et de pas être assez bien pour les autres. Et j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré découvrir ce personnage et entrer dans son monde, dans son univers et dans ce qu'il ressent. Donc voilà. Donc dans cette histoire, on va suivre Hazel qui va découvrir des petits mots secrets dans sa librairie, dans certains livres. Et elle va se dire, ah, c'est forcément pour moi, faut que je trouve qui envoie ces mots et quel est le secret caché derrière ça. Elle va demander à Noah, comme par hasard, de l'aide. Voilà. Et ils vont se rapprocher assez rapidement. Voilà. C'est très rapide. C'est un roman qui va très rapide. C'est un petit tome, pourtant j'ai lu pendant au moins une semaine. Mais voilà, ça reste mignonnet. Ensuite, les 2 prochains livres que j'ai lus, je les ai lus sur ma liseuse. C'est bien pas bien. Voilà, j'ai pas aimé du tout. Ça m'a arrangé de les avoir que sur ma liseuse. Il y a eu Le Roi déchu, le tome 1, Le Royaume éternel de L.J. Andrew, une romantésie de chez Corrigan. J'ai lu la moitié. Et après, j'ai arrêté parce que je me forçais à le lire et je trouvais pas de plaisir à le lire. On suit une jeune héritière du royaume de la Terre, on va dire, qui a un secret d'enfance, parce qu'elle a eu un ami d'enfance qui était prisonnier. Et celui-ci est le roi de l'océan. Et le roi de l'océan est en guerre perpétuelle avec ceux de la Terre. Le roi de l'océan va avoir la capacité à un moment d'enlever l'héritière de la Terre et normalement il veut qu'il y ait une guerre entre leurs deux peuples. Vraiment pas apprécié ce livre outre mesure. Je pense aussi je me suis laissée avoir par les descriptions que les gens ont fait et ils étaient là. Ah c'est trop bien, j'ai adoré machin, j'arrivais pas à lâcher Page Turner, non 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 non. J'ai pas réussi. En fait, il y avait tellement de bonnes attentes dedans et j'ai pas retrouvé ce que je voulais trouver donc j'ai abandonné. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Le Loup et le Serpent, le tome 1 des Cités de sel de Rebecca Robinson. Alors, là, c'est un peu particulier parce que je me souviens de rien. J'ai lu un quart, un tiers, un quart du livre. Et en fait, ça me faisait, déjà c'était écrit à la 3e personne. Et j'aime pas lire des livres à la 3e personne. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et aussi, je lisais, mais sans lire. C'est trop bizarre dit comme ça. Je me souviens de rien. J'arrivais pas à me rappeler ce que j'avais lu, ce qui s'était passé. Donc, je reprenais à la première page pour relire. Je l'ai fait 3-4 fois. Ça me sortait de la tête. J'ai abandonné le livre. Et le dernier livre de ce mois-ci que j'ai lu, c'est Les Loups du Millénaire, pardon, de Saphir et Angla. Je sais pas comment ça se dit, de chez Hugo Romantesi. Je l'ai lu. Ça se lit très facilement, très rapidement. J'ai l'impression d'être dans un bouquin Wattpad. C'est une romance entre loups-garous. Il y a une histoire de vraie compagne, pas vraie compagne. Et là, ils sont en période de chaleur. Du coup, on a Sienna qui est une jeune femme de 19 ans qui est pas comme les autres. Vraiment, c'est un cliché ambulant ce bouquin. Bien sûr, elle va intéresser l'alpha que tout le monde veut, qui a 10 ans de plus qu'elle. Ah, mais généralement, ça se fait pas. Les personnes plus âgées ne s'intéressent pas aux personnes plus jeunes. Enfin bon, bref, en gros, c'est ça. Et il paraît qu'en période de chaleur, ça commence à partir de 16 ans et que directement, tu fonces dans le tas et à 16 ans, c'est facile de savoir que chez les loups, plus personne n'est vierge. Sienna, comme par hasard, elle a su résister à cette tentation et elle est vierge.
Là, elle était sur le fil du rasoir tout le long de l'histoire, machin, je veux, non, en fait, je veux pas, en fait, je veux, en fait, je veux pas. Elle a une volonté intenable de garder sa virginité. Et en fait, elle fait tourner en bourrique l'alpha qui, lui, il a envie de la période de chaleur, c'est compliqué. Le truc qui est cool, c'est que c'est pas allé jusqu'au viol, mettez des guillemets, ou ça a pas romantisé le viol. Donc ça, c'était bien. Vraiment, quand elle disait non, stop, je peux pas, non, stop, je ne veux pas, ou non, stop, c'est pas le moment, il s'arrêtait et il disait ok. Il s'arrêtait. Et ça vraiment, faut le noter parce que je trouve ça génial. Voilà. C'est pas tous les bouquins qui feraient ça. Donc, c'est vraiment bien. Par contre, le but du tome 1, c'est juste qu'il y ait un pseudo cliffhanger à la fin. Mais surtout, ils tiennent entre eux et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des avis un peu mitigés par rapport aux miens, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun problème. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!